Barbara, je t'en prie, à toi. Ok, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bienvenue à cette conférence Alcor. Je m'appelle Barbara Perry. Je suis actuellement postdoctorante à Kiel Leuven, à l'université qui est en Belgique, mais je suis en télétravail en France, donc j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire cette conférence relativement facilement. Et donc c'est un très grand honneur pour moi de faire cette conférence ici, puisque j'ai été moi-même membre d'Alcor pendant un certain temps. Donc voilà, ça me fait très très plaisir d'être devant vous ce soir, puisque j'ai été membre depuis mes années d'études. J'ai fait ma thèse ensuite au CEA, et ensuite j'ai fait un premier postdoc à l'IAS, après être maintenant à Kiel Leuven. Et donc durant toute cette période-là, j'ai travaillé sur le Soleil. Donc c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui, les grands mystères du Soleil. Alors c'est un titre un petit peu énigmatique, mais que je vais préciser, vous inquiétez pas, au fur et à mesure qu'on va avancer. Donc l'avantage de mon objet d'étude, c'est que quand je vous parle du Soleil, contrairement à par exemple des trucs très théoriques en cosmologie, etc., j'ai l'immense avantage que tout le monde sait à peu près de quoi je parle. Je veux dire, si je demande même à un enfant de 5 ans de me dessiner un Soleil, bah, il en est capable. Donc normalement, je vous dis Soleil, c'est bon. Tout le monde a à peu près une idée de ce que c'est, et puis il propose. Il suffit juste de sortir dehors, de regarder le ciel, bon, sauf quand on habite à Paris, parce qu'il pleut un peu plus, mais normalement, on est capable d'observer le Soleil dans le ciel. Et c'est un peu le problème, en fait, c'est que c'est un objet qu'on observe depuis tellement longtemps qu'on en oublie qu'en fait, c'est un objet qui paraît tellement familier, alors qu'en réalité, il y a encore énormément de choses à nous apprendre. Donc, j'imagine que vous, quand vous pensez au Soleil, vous voyez à peu près l'objet qu'on a dans le ciel, évidemment, tous les jours. Moi, quand je pense Soleil, je pense plutôt à ça. Donc ça, c'est ma vision du Soleil que j'ai quasiment tous les jours. Donc c'est une image qui a été prise depuis l'espace. Et déjà, quand vous regardez ça, vous vous rendez compte que c'est pas juste la petite boule lumineuse que vous voyez dans le ciel. Il y a plein de choses qui se passent. Il y a plein de structures, il y a plein de couleurs, il y a plein de variations. Et c'est là où vous vous rendez compte que le Soleil, déjà, ça va pas être si simple à étudier que ça. C'est un objet qui est profondément multi-échelle et qui a plein de choses qui se passent à l'intérieur. Même, en fait, si je vous partage exactement ma vision du Soleil, ça va plutôt être quelque chose qui ressemble à un mélange de tout ça. Ça, c'est les 4 visions du Soleil que je peux avoir au cours de mon travail. Et donc, je vais essayer justement de vous les présenter au fur et à mesure, en vous expliquant pourquoi est-ce que je les trouve super intéressants, et surtout en vous expliquant ce qu'ils ont encore de mystérieux à nous apporter au cours du temps. Donc évidemment, je ne vais pas ici vous faire un panorama de toutes les questions qu'on peut se poser sur le Soleil au cours du temps, parce que sinon ça reviendrait à faire une espèce de résumé de toute la recherche solaire actuellement, et croyez-moi, il y a énormément de recherches. Donc je ne peux pas faire ça évidemment, donc je vais vous présenter les questions auxquelles moi j'ai été confrontée au cours de ma carrière et auxquelles je suis toujours confrontée. Donc voilà, c'est une petite sélection. Évidemment, si vous êtes intéressé par d'autres choses, n'hésitez pas à me demander à la fin et on aura la possibilité de revenir un petit peu là-dessus. Mais je pense que déjà, on va faire un bon tour d'horizon. Et donc, ce qui est un peu particulier dans cette conférence, c'est que je vais vous parler vraiment de sujets de recherche actuels. Donc, je vais plus poser des questions que vous apporter des réponses. Et c'est le but. Le but, c'est de titiller votre curiosité. Et donc, on va parler potentiellement de choses un poil techniques, parce que c'est encore des choses qui sont en train d'être explorées. Donc, j'ai essayé de faire le plus vulgarisé possible. Normalement, pour un niveau L3, il n'y aura pas de problème. S'il y a des gens qui nous regardent qui sont à un niveau un petit peu moins, n'hésitez pas à m'interrompre et à me poser des questions. Enfin voilà, donc comme a dit Lucie, vous vous manifestez, vous levez la main, vous demandez à poser une question, parce que le but, c'est que vous ne soyez pas largués, hein, que vous compreniez un peu ce qui se passe. Mais voilà, ça va être potentiellement un petit poil technique de temps en temps, mais c'est ça qui fait la beauté de la science. Si ce préambule est bon, on est parti et on va commencer avec l'intérieur du Soleil. Alors vous devez vous demander pourquoi est-ce que je vous montre cette image avec plein de filaments qui partent dans tous les sens. Ne vous inquiétez pas, à la fin de la présentation, ce sera un tout petit peu plus clair. Mais je peux vous donner déjà un indice, le magnétisme. Donc, quand je parle de l'intérieur du Soleil, je suis obligée de commencer par vous expliquer à peu près à quoi ça ressemble et par vous expliquer que le Soleil, concrètement, c'est un gros oignon. Alors moi, ça ne fait pas sexy dit comme ça, mais c'est à peu près la meilleure manière de l'expliquer. Donc globalement, on va avoir 3 couches dans le Soleil qui vont toutes avoir des réactions un petit peu différentes. Donc la première couche, c'est ce qu'on appelle le cœur nucléaire. C'est là où on a les réactions de fusion nucléaire qui ont lieu pour transformer l'hydrogène en hélium, et c'est la source principale d'énergie de l'étoile. Alors, du coup, il faut des conditions particulières pour que ça arrive à se produire. On a des pressions énormes et une température qui va atteindre à peu près 15 millions de degrés. Alors, soit dit en passant, petit fun fact, la température elle-même, à elle seule, n'est pas suffisante en fait, pour créer les réactions de fusion nucléaire. C'est principalement la pression qui va aider, puisque la pression est telle qu'on peut avoir de l'effet tunnel qui va se produire
et qui va permettre aux particules de fusionner plus rapidement. Donc il y a aussi la mécanique quantique au cœur du Soleil. Je vous ai dit, c'est un objet formidable dont on trouve tout. Donc, une fois qu'on a cette réaction qui est produite, c'est ce qui permet à l'étoile d'exister, puisque autrement, il y aurait sa masse tellement énorme qui provoquerait un effondrement gravitationnel et qui fait que l'étoile aurait tendance à s'effondrer sur elle-même. Elle est en équilibre grâce à sa réaction de fusion nucléaire qui vont libérer de l'énergie et des particules, et toute cette énergie, il va falloir ensuite qu'elle essaye de sortir. C'est pour ça qu'elle va traverser ensuite la deuxième zone, qui est ce qu'on appelle la zone radiative. Elle représente à peu près 70% du volume du Soleil, mais près de 98% de sa masse. Dans cette zone, le transport de l'énergie est principalement réalisé par la lumière. Mais ce n'est pas le transport le plus efficace du monde. Parce que même si c'est une zone qui est globalement transparente, il va y avoir quand même un certain nombre de particules. Et du coup, les photons qui sont émis lors des réactions nucléaires vont être sans cesse absorbés, puis réémis par les différentes particules jusqu'à ce qu'ils sortent, mais ce de manière complètement chaotique. C'est pour ça qu'un photon qui est émis au cœur du Soleil, il va mettre quasiment 1 million d'années avant de réussir à sortir de cette zone. Je vous dis, c'est pas efficace, c'est vraiment pas efficace. Hein. C'est pas le Uber que vous avez envie de prendre le soir pour rentrer. Et ensuite, on arrive à la zone convective, parce que là, je vous ai dit que c'était une zone à peu près transparente, donc on pouvait transporter l'énergie par la lumière. Mais ensuite, on est bloqué, on arrive à une zone qui est complètement opaque cette fois-ci. Donc qu'est-ce qui se passe? On a l'énergie qui va s'accumuler à la frontière, qui va du coup chauffer, et cette différence de température entre la base de la zone convective et le haut va créer ce qu'on appelle un phénomène de convection, c'est-à-dire des mouvements macroscopiques qui vont ensuite transporter l'énergie. Alors, jusqu'à la surface. Je fais un petit aparté technique ici sur la convection, parce que la convection, c'est quand même trop rigolo, donc il faut en parler. Et en plus, c'est très facile, la convection, parce que concrètement, c'est quoi? C'est une casserole d'eau de pâte. Vous faites cuire vos pâtes. Comment ça marche? Ce qui va se passer, c'est que vous allez chauffer votre casserole par en haut, mais il y a l'air qui va la refroidir, chauffer la casserole par en bas, mais l'air va la refroidir par en haut. Ça va créer un différentiel de température qui va créer un mouvement du fluide. Donc ça va être au milieu, là où est la source de chauffage, vous allez avoir le liquide qui devient plus léger, le ski autour qui va remonter, puis il est refroidi par la surface, et donc redevient plus lourd, et il remonte. Donc ça crée ce qu'on appelle des cellules de convection, et c'est un phénomène qu'on peut observer assez facilement. Et en fait, c'est génial, c'est qu'on peut voir exactement la même chose à la surface du Soleil. Si on zoome très fort sur la surface du Soleil, en fait, on voit plein de petites cellules, ici, qui sont ce qu'on appelle des granules, ce qu'on appelle un phénomène de granulation, et en fait, chacune de ces cellules est justement une cellule de convection que vous pourriez avoir dans votre casserole de pâte. L'idée, c'est que là où c'est le plus brillant, c'est là où vous allez avoir votre gaz qui est plus chaud, qui va remonter et qui va émettre plus de lumière. Et ensuite, en arrivant à la surface du Soleil, il va refroidir, et en refroidissant, il va devenir plus sombre, et donc il retombe sur les côtés. Donc ça, c'est intéressant. Vous imaginez que là, à la surface du Soleil, c'est plein de milliers de petites casseroles qu'on peut observer. Donc là, normalement, il y a un truc qui aurait dû vous faire tiquer. Si je vous explique comment est l'intérieur du Soleil, vous devrez vous dire, mais Barbara, mais comment est-ce que tu peux savoir ça? Je veux dire, c'est pas comme si on pouvait poser un instrument à la surface du Soleil et creuser pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur. C'est évidemment beaucoup trop chaud. D'ailleurs, c'était l'une des remarques du physicien Eddington au début du XXe siècle, qui disait qu'on serait capable de regarder le plus loin possible dans l'univers, de créer les télescopes qui permettront de voir des choses absolument incroyables, mais s'il y aurait une frontière qu'on ne pourrait jamais franchir, ce serait justement celle de l'intérieur du Soleil. Et bien, il avait tort, Eddington, puisque justement, on a été capable de sonder l'intérieur du Soleil, et par la même méthode que pour l'intérieur de la Terre, ce sont les ondes sismiques. Ouais. Donc, c'est les ondes sismiques. Donc, ce qu'on va utiliser, c'est les mêmes méthodes que sur Terre. En étudiant la propagation des ondes à l'intérieur du Soleil, on est capable d'avoir des informations sur sa structure interne. Donc ça, c'est ce que vous voyez sur la gauche. Ce sont des modes qu'on peut avoir. Les différentes ondes vont déformer la surface du Soleil, créant des zones où il va être surélevé, au contraire des zones de dépression. Et ce qui va se passer, c'est que ces différentes modulations vont créer une modulation de la luminosité du Soleil. Et en analysant les courbes de lumière qu'on reçoit, on est capable de retracer toute l'information et de remonter jusqu'à justement l'information sur la propagation des ondes à l'intérieur. Alors, ce qui est un petit peu particulier dans le Soleil, c'est qu'on a deux types d'ondes qui vont se propager. Ce qu'on appelle les ondes de pression et les ondes de gravité. Les ondes de pression, elles ont une physique un petit peu différente. Les ondes de pression, c'est comme quand vous parlez, le son qui se propage dans l'air, c'est des particules qui vont se lier les unes des autres jusqu'à arriver. Les ondes de gravité, c'est comme les vagues dans la mer. Quand vous avez une vague qui vous arrive dessus, vous n'êtes pas poussé jusqu'au rivage, vous vous élevez, et ensuite vous redescendez. Elle vous donne une énergie de gravité, et ensuite l'énergie est passée. Donc on a ces deux types d'ondes qui se propagent dans le Soleil, sauf que les ondes de pression, elles ont tendance à rester plutôt dans la zone convective à la surface, tandis que les ondes de gravité
ont tendance, elles, à rester plutôt dans la zone radiative à l'intérieur. C'est des questions de milieu qui sont plus ou moins favorables pour la propagation. Et donc ça fait que c'est plus facile d'avoir accès sur des informations plutôt à la surface du Soleil que les informations qui sont en profondeur, en particulier le cœur du Soleil. Mais grâce à ça, on est quand même déjà capable de dériver des informations très intéressantes sur ce qui se passe à l'intérieur du Soleil. Donc on sait qu'il y a plusieurs zones, et même on sait comment est-ce qu'elles tournent. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que le Soleil, il n'a pas du tout une rotation uniforme. Enfin, si, on a une rotation solide dans la zone radiative, et ensuite on a ce qu'on appelle une rotation différentielle. C'est-à-dire que le taux de rotation de l'étoile va dépendre de la latitude à laquelle vous vous placez. À l'équateur, on a une rotation d'à peu près 25 jours, tandis que les pôles ont une rotation de près de 35 jours. Donc, ça peut énormément varier. Même si on vous dit que la rotation moyenne du Soleil, c'est 27-28 jours, en réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais il y a une question qui se pose toujours. Comme je vous ai dit, c'est très compliqué d'accéder à l'information qui est le cœur même du Soleil, parce qu'il faut réussir à accéder aux modes de gravité qui sont enterrés très profondément. Et du coup, on a toujours une petite incertitude sur à quelle vitesse tourne le cœur du Soleil. Il y a plusieurs études qui suggéraient que en fait, le cœur du Soleil ne tournerait pas comme la zone radiative, il tournerait beaucoup plus vite, potentiellement 3 à 5 fois plus vite, mais c'est extrêmement difficile à prouver. Pour ça, il faut des instruments d'une très grande précision, et donc ça reste encore une question assez limitée. Premier mystère. Mystère suivant, on va s'intéresser désormais à un autre écoulement qu'il y a dans le Soleil. Là, on a vu la rotation. Maintenant, on va regarder les écoulements plutôt dans le plan méridien, donc ce qu'on appelle la circulation méridienne. Si on regarde les écoulements à la surface du Soleil, on va voir qu'il y a un écoulement de grande échelle qui part de l'équateur et qui remonte au niveau des pôles. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la circulation méridienne. C'est un écoulement qui va à peu près à 30 mètres par seconde. Et si autant à la surface, on arrive à peu près à bien le détecter, c'est très difficile d'arriver en profondeur à avoir des informations. Et donc à cause de ça, on n'est pas... À cause de ça, on n'est pas sûr de la structure qu'on a en profondeur. On sait à peu près comment c'est en surface, mais en profondeur, on se demande jusqu'où est-ce que ça remonte, cet écoulement qui part au niveau des pôles. Est-ce qu'on a 2 cellules? Est-ce qu'on a 4 cellules qui peuvent avoir en dessous? Est-ce qu'on a une symétrie? Est-ce qu'on a une asymétrie? Est-ce que ça dépend du cycle? C'est une question assez ouverte, et ça, c'est très important parce que c'est un élément essentiel pour déterminer justement toute la physique à l'intérieur de l'étoile. Donc, la réponse, on espère l'avoir bientôt, soit grâce aux observations, puisque maintenant, l'avantage, c'est que non seulement on a des satellites avec des informations de plus en plus précises, des observations de plus en plus précises, ou alors on a aussi l'immense avantage d'avoir plusieurs satellites qui peuvent observer en même temps. On a Solar Orbiter qui est parti il y a 1 an maintenant et qui commence à recevoir les premières données. On a Parker Solar Probe qui est une sonde qui est partie très près du Soleil, le plus près qu'on n'ait jamais été, et qui continue à se rapprocher pour avoir des informations de proximité. On a aussi de vieilles sondes comme SDO, comme CO qui continuent à tourner. Et donc, en combinant toutes les observations multipoints de ces différents satellites, on peut avoir des informations sur la circulation méridienne. Donc, pour l'instant, les observations laissent penser qu'il y aurait une cellule dans chaque hémisphère, avec potentiellement un petit retour de flux, soit au niveau de la surface, soit au niveau de la zone radiative. Une autre solution, c'est de faire des simulations numériques en faisant des hypothèses sur la circulation méridienne et de voir si on arrive à reproduire les différentes qualités du Soleil en faisant ça. Donc, en combinant ces 2 approches, on espère avoir une information sur la structure de la circulation méridienne, mais c'est encore une question qui est extrêmement ouverte. Maintenant, on va rentrer dans les trucs qui sont vraiment rigolos, en tout cas pour moi, qui sont les champs magnétiques. Alors, là, normalement, vous devez avoir un petit film qui se lance où vous voyez le Soleil en vue polarisée qui tourne. Et alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dérouler ça en imaginant qu'en fait, on va dérouler toute la sphère sur un plan et on va regarder l'évolution de ce champ magnétique polarisé au cours du temps. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça évolue beaucoup, ça change beaucoup, il y a énormément de variations. On voit des zones de champ magnétique qui vont apparaître, disparaître au cours du temps. Et on voit que globalement, il y a quand même 2 bandes de latitude où ça arrive le plus souvent. On voit aussi des moments où on a des zones très calmes, mais on a extrêmement peu de variations magnétiques. Donc tout ça, on peut le résumer avec ce qu'on appelle le fameux diagramme papillon. Donc l'idée, c'est que toutes ces concentrations très intenses de champs magnétiques qu'on a pu voir, c'est ce qu'on appelle les taches solaires. Donc des très fortes concentrations de champs magnétiques qui vont d'ailleurs potentiellement se voir à l'œil nu parce que ça va entraîner
un isolement du plasma qui va se mettre à refroidir et qui va devenir plus sombre. Donc on prend toutes ces petites taches sombres à la surface du Soleil et on va noter leur position en latitude, donc ici vous avez le pôle nord, ici le pôle sud, et en fonction du temps. Et on voit quelque chose, normalement le Soleil, on se dit c'est un objet tellement énorme, ça devrait être complètement aléatoire. Et au contraire, on va voir quelque chose qui est extrêmement régulier avec une période très identifiable de 11 ans. Donc on a un premier cycle de 11 ans qui correspond aux taches solaires et qui nous donne le variant papillon. Et donc grâce à ce cycle de 11 ans, on peut déterminer deux phases. Une phase dite de maximum d'activité, où on va avoir énormément de taches solaires qui vont faire énormément d'activité magnétique, et les phases de minimum d'activité, où là on n'a pas de structure particulière qui vont apparaître. Mais c'est pas fini. On peut ensuite regarder l'évolution de la polarité. Comme je dis, on a les polarités entrantes et sortantes en fonction de la couleur jaune et bleue. Et là, si on regarde bien, on se rend compte que ce n'est pas un cycle de 11 ans, mais en réalité un cycle de 22 ans pour la polarité magnétique. C'est particulièrement visible au pôle. On voit que là, la polarité dominante, c'est une polarité qui va être entrante, alors que là, c'est une polarité sortante. Et donc, pour revenir, il faut en fait attendre 22 ans. Donc, pour la polarité magnétique, c'est un autre cycle. Et encore plus fort, si on regarde l'évolution du nombre de taches solaires au cours du temps, on voit qu'on a aussi des modulations encore plus long terme. On va avoir des modulations de près de 100 ans pour l'amplitude magnétique, qui est ce qu'on appelle le cycle de Weisberg. Et on va avoir aussi des modulations plus locales, par exemple le minimum de Langler, où au milieu du XVIIe siècle, il y avait quasiment plus d'activité à la surface du Soleil pendant quasiment 70 ans. On ne sait pas encore exactement pourquoi est-ce que ça s'est produit. On sait juste que voilà, le Soleil, normalement, il est à peu près régulier. C'est une horloge extrêmement bien réglée, mais des fois, il fait un peu des caprices. Et ce qui est super intéressant, c'est que du coup, ça a un impact sur le champ magnétique à grande échelle. Donc là, normalement, vous avez un petit film qui se joue, où on va voir, donc là, on parle d'un minimum d'activité où on a très peu de taches solaires, donc le champ magnétique va être globalement plutôt calme. On voit qu'il est bien symétrique. Mais au fur et à mesure qu'on a des taches solaires qui apparaissent, on va avoir la structure qui va se déformer, donc jusqu'à devenir vraiment extrêmement complexe. Donc nous, ce qu'on aime bien dire, c'est que quand le Soleil il est calme, on a à peu près l'impression d'avoir une ballerine avec son tutu très bien rangé, et puis au fur et à mesure qu'il va commencer à s'exciter, que ça va commencer, la musique à s'accélérer, etc., ça va plus devenir une jupe de French Cancan, hein, qui va commencer à se lever doucement, et il va commencer à y avoir un petit peu plus d'activité. Et alors, toutes ces périodes, toutes ces caractéristiques, on n'est pas sûr de comprendre exactement pourquoi le Soleil c'est comme ça. La réponse facile, c'est à cause des différents paramètres physiques du Soleil. La réponse compliquée, je ne vous la fais pas parce que justement, on n'a pas vraiment la réponse. Pourquoi cette période, ces périodes et pourquoi pas les autres, c'est encore une grande question ouverte qui n'est pas simple à répondre. Alors, je vous fais un petit aparté technique sur les raisons de la génération de ce champ magnétique à grande échelle, qui est la dynamo. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, ça va être très facile. Parce qu'une dynamo, c'est extrêmement simple en réalité. Vous en avez sur votre vélo, c'est tout bête une dynamo. C'est quoi? C'est on pédale, donc on injecte de l'énergie cinétique dans le système. On a dans votre lampe dynamo un petit aimant qui du coup va se mettre à tourner, donc il faut une source de champ magnétique. En tournant, il va créer de l'induction, et donc il va mettre en mouvement, créer un petit courant électrique qui va mettre en mouvement des électrons dans une bobine. Donc il faut un milieu conducteur, et ça génère un courant électrique qui va ensuite allumer votre ampoule. Et donc on récupère de l'énergie électromagnétique. Donc c'est tout bête, la dynamo c'est on pédale, ça s'allume. Mais l'énergie cinétique, et via la magie de l'induction, ça se transforme en énergie électromagnétique. Et ce qui est super beau, c'est qu'il se passe exactement la même chose en fait dans le Soleil. On a le Soleil qui pédale, alors il pédale pas, il tourne en fait sur lui-même. C'est une danseuse, une patineuse si vous voulez, qui tourne très vite sur lui-même. Du coup, ça nous fait une énergie cinétique. On a du champ magnétique partout dans l'univers, donc on a naturellement des aimants présents partout. L'induction, c'est une loi physique, ça arrive tout le temps. On a un milieu conducteur qui est le plasma, qui est la matière même dont est fait le Soleil, et du coup, vu qu'il pédale, à la fin, ça s'allume. Alors non, ça ne s'allume pas, mais ça génère du champ électromagnétique que nous, on ne peut pas voir, mais si vous utilisez justement les capteurs qu'on voit au début de champ magnétique, on a l'impression que ça s'allume. Et juste, ce qui est magique dans le Soleil, c'est qu'il arrive à pédaler en permanence, et donc il arrive à s'auto-alimenter sans avoir besoin de source externe. Il n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui pédale à sa place, celui qui pédale tout seul. Et donc il est auto-alimenté. Du coup, ce qui est assez impressionnant dans le champ magnétique, c'est qu'il a plein de petites particularités qui sont super intéressantes à étudier.
La première, c'est qu'en fait, le champ magnétique, il possède une asymétrie entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Si on regarde l'évolution du nombre de taches solaires, mais cette fois-ci en distinguant l'hémisphère nord de l'hémisphère nord il est en bleu, l'hémisphère sud il est en rouge, on voit qu'en fait, leur maximum de taches solaires, c'est pas exactement le même nombre, et surtout, c'est pas atteint en même temps. Des fois, il y a un hémisphère qui va arriver avant l'autre, ou pas. Il y a un décalage qui peut être plus ou moins grand qui va s'établir. Et cette asymétrie, pareil, c'est pas logique de base. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il y ait autant de différences et surtout que ce soit complètement aléatoire, qu'un coup ce soit l'un et un coup ce soit l'autre? C'est pas facile. Donc une explication, je ne vais pas m'étendre énormément là-dessus, on pourra revenir en question, mais j'aime bien les montrer parce que les harmoniques sphériques c'est fun. Ce serait un couplage entre ce qu'on appelle des familles dynamo. Donc les harmoniques sphériques, regardez, c'est mignon en vrai, même si mathématiquement c'est moche, mais en vrai c'est mignon. C'est juste des fonctions de la sphère qui permettent de décomposer ce qu'on a sur une sphère. Et donc, ce que vous devez retenir, c'est qu'il y a des modes pairs et des modes impairs qui ont des symétries particulières. Et en fait, si on regarde ici les modes pairs, les modes pairs sont plutôt en bleu, les modes impairs en rouge. On voit qu'ils vont avoir des tendances à suivre. Ça, c'est ce qu'on appelle les deux familles dynamo, les familles primaires et la famille secondaire. Et en fait, elles ont des interactions qui sont extrêmement subtiles et qui semblent être justement en corrélation avec les maxima et les minima d'activité. Donc l'interaction subtile, et notamment le couplage possible entre les différentes familles dynamo, pourrait expliquer pourquoi est-ce qu'on a de la symétrie entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Il y a même des gens qui vont jusqu'à dire qu'en fait, il n'y aurait pas une dynamo, mais deux dynamos en fonction du champ dipolaire ou quadrupolaire, mais là, on commence à devenir des choses très complexes. Mais voilà, il faut avoir conscience qu'il y a une asymétrie, que ce n'est pas si simple que ça à expliquer. Alors, je finis un dernier petit truc sur le champ magnétique. Restez avec moi juste 2 secondes, et après, on aura fait le plus dur de la conf. Je vous promets qu'après, ça deviendra plus simple. Un autre grand mystère, c'est est-ce qu'on peut avoir du champ magnétique au cœur du Soleil? Alors là, si vous dites ça à un théoricien dynamo, il hurlera en vous répondant non, non, c'est pas possible. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, dans la boucle dynamo telle qu'on la connaît actuellement, en fait, le Soleil, il oscille entre deux états. Ce qu'on appelle un état poloïdal, où il va avoir des lignes de champ principalement dans le plan Rθ, donc c'est les oreilles de Mickey. Et un champ toroïdal, ça correspond plus à une bobine où il a des lignes de champ qui sont cette fois-ci dans le plan horizontal. Comment est-ce qu'il passe de l'un à l'autre? Il passe de l'un avec ce qu'on appelle l'effet oméga, qui est en fait l'entraînement des lignes de champ par la rotation. À cause de la rotation différentielle, je vous ai dit, l'équateur étant plus vite que les pôles, et du coup, ça entraîne une déformation des lignes de champ. Et comment il revient dans l'autre sens avec ce qu'on appelle l'effet alpha, qui est une combinaison de tous les effets de turbulence qu'on peut trouver dans la zone de convection, notamment à cause de la convection, qui vont déformer les différentes lignes de champ, et donc leur redonner une composante poloïdale. Mais pour ça, il faut de la convection. Et donc c'est pour ça que la boucle dynamo telle qu'on la connaît, la plupart de la théorie dominante, c'est de se dire qu'on peut la trouver que dans des zones convectives. Mais il y a des gens qui se disent quand même, ce serait bien s'il pouvait y avoir un champ magnétique à l'intérieur du Soleil, parce que ça expliquerait pourquoi est-ce que le cœur du Soleil tourne de manière aussi uniforme s'il y avait un champ magnétique qui piégeait tout ça. Et puis il y a d'autres étoiles qui ont des zones pas convectives et qui ont quand même l'air d'avoir un champ magnétique. Donc est-ce qu'on pourrait avoir un mécanisme alternatif qui fonctionnerait même sans convection? Et bien ça, peut-être, ça pourrait exister. On pourrait avoir une déformation, on passerait par une étape intermédiaire où on aurait un champ toroïdal instable, et ça en passant par une instabilité qui est très rigolote, qui s'appelle l'instabilité de Taylor-Fritz. J'aime beaucoup cette instabilité parce que son autre nom, c'est l'instabilité de la pile d'assiettes. Imaginez des assiettes que vous essayez d'empiler. Au bout d'un moment, vous allez atteindre une taille critique où votre pile d'assiettes va se mettre à onduler et finalement va se casser la figure. Et bien c'est exactement la même chose avec du champ magnétique. Le champ magnétique, c'est des assiettes. Plus vous les empilez, et puis ça se déforme, et puis au bout d'un moment, ça crée une instabilité et ça finit par s'effondrer. Et ensuite, on n'a pas besoin de convection. Pour revenir à un champ toroïdal, il suffit d'avoir juste un peu de turbulence qu'on peut avoir dans une zone radiative, et donc, avec ce genre de mécanisme, on pourrait expliquer comment est-ce qu'il pourrait y avoir du champ magnétique, pas que dans des zones convectives. Mais c'est encore quelque chose qui est très théorique, et on n'a pas évidemment d'observation du champ magnétique au cœur du Soleil. Donc voilà, on a fini avec l'intérieur du Soleil. Maintenant, on va sortir, s'éloigner un petit peu, et passer dans l'atmosphère du Soleil. Alors pareil, il faut que je vous explique comment est-ce que ça fonctionne l'atmosphère du Soleil. Et on est reparti pour encore plus de couches. Donc on va caractériser à peu près 3 couches dans l'atmosphère à partir de l'évolution de la densité, qui est ici en pointillé, et de la température, qui est ici montrée de plat. Donc tout d'abord, on a ce qu'on appelle la photosphère. La photosphère, c'est littéralement la surface optique du Soleil. Donc, vous vous souvenez, quand je vous ai montré les granulations, ça c'est dans la photosphère. On a une température de surface de l'ordre de 5000 Kelvin, et une densité qui commence à chuter doucement parce que on sort dans le milieu stellaire. Ensuite, on a la chromosphère, qui est caractérisée par une chute de la température et une chute de la densité. Jusque-là, comportement attendu. Et ensuite, on a la couronne,
qui est quand on s'éloigne encore plus du Soleil. Et cette fois-ci, comportement très anormal, on a une hausse majeure de la température jusqu'à atteindre plusieurs millions de degrés. Et ça, là, c'est le mystère principal de la couronne solaire. Comment ça se fait qu'en s'éloignant du Soleil, on va augmenter en température, en passant en plus d'abord dans une chute? C'est pas logique. Plus on s'éloigne du Soleil, plus on aurait tendance à dire que la température va diminuer. Le fait que cette température augmente, ça montre qu'il y a des mécanismes qui se passent dans l'atmosphère du Soleil qui sont indépendants de ce qui se passe à l'intérieur et des mécanismes qu'on comprend encore très très mal. Pour l'instant, la seule certitude qu'on a, c'est que l'origine, elle est magnétique. Après, exactement quel mécanisme, je peux vous en expliquer un petit peu quelques-uns si vous me posez la question. Il y a des questions de nanofère, il y a des questions de reconnexion magnétique. Mais pour l'instant, on n'a pas de mécanisme dominant qui pourrait expliquer à lui tout seul toute la génération d'énergie. On a les ondes d'Alben. Donc, si vous arrivez à comprendre comment la couronne peut être chauffée d'un d'un seul à plusieurs millions de degrés, autant vous dire que vous avez pris Nobel. Donc voilà, ça peut donner des idées à certains. Mais l'avantage d'avoir la couronne, c'est que ça permet d'accélérer les particules qui sont ici grâce à ce chauffage, et donc de générer ce qu'on appelle le vent solaire. Alors ici, vous avez un petit film qui est un assemblage de différentes observations. À droite, vous avez la surface du Soleil, et vous avez la propagation jusqu'à ici la Terre qui est à gauche. Et donc, on voit qu'on a un écoulement en fait, de particules qui est complètement continu, qui part depuis la surface du Soleil jusqu'à la Terre, et que même parfois, on peut avoir des bourrasques un peu plus fortes que les autres, qui vont aller jusque dans l'environnement terrestre et complètement perturber la densité et les vitesses qu'on peut observer dans l'environnement spatial de la Terre. Donc le vent solaire, c'est vraiment le lien entre Soleil et Terre. Et alors ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on n'a pas un vent solaire, mais deux vents solaires. On a deux composantes, une lente, alors lent c'est quand même 400 km par seconde, et une rapide qui est elle à 800 km par seconde. Donc ici par exemple la composante lente elle est plutôt à l'équateur, et la composante rapide elle est plutôt au pôle. Et alors, pourquoi est-ce qu'on a cette dichotomie entre les deux? Et bien, justement, c'est pas super clair. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des sources différentes. Globalement, comme vous avez montré, au niveau du Soleil, quand on regarde, il y a des variations de couleurs. C'est parce qu'il y a plusieurs zones qu'on peut délimiter à l'intérieur du Soleil qui ont des fonctions différentes. On va trouver ce qu'on appelle les trous coronaux, qui sont des zones de champ magnétique ouverts où on va avoir une température qui va être plus froide. Et on va avoir des régions actives, au contraire, qui sont des zones où on a beaucoup de champs magnétiques très fermés, très complexes. Et enfin, quand on s'éloigne un petit peu de la couronne et qu'on regarde les structures de champs magnétiques, on va avoir ce qu'on appelle les streamers, qui sont des zones de champs magnétiques fermées, où on va avoir du vent qui va être piégé, et du coup, on peut avoir des zones de vent assez lents. Donc le vent rapide vient des trous coronaux, et le vent solaire lent, j'ai une typo, donc c'est lent, vient plutôt des régions actives et des streamers. Et alors, ce qui est fou quand même, c'est qu'on arrive mieux à comprendre le vent rapide que le vent lent. Alors qu'on se dit, ça devrait être compliqué d'apporter de l'énergie. Mais en fait, on a à peu près fini par comprendre pourquoi. On pense que le vent rapide est accéléré par des ondes d'Alben. L'idée, en gros, c'est que, comme je vous ai dit, on a la convection, donc on a des mouvements qui sont transverses au niveau de la zone convective. Ça va faire osciller les lignes de champ et ça va créer des ondes magnétiques qu'on appelle les ondes d'Alben qui vont se propager et en se propageant, elles vont déposer l'énergie et ça va permettre d'accélérer le vent rapide. Le vent lent, c'est beaucoup plus compliqué de comprendre. Et même le vent rapide, on n'est pas sûr d'avoir tout compris. Donc pareil, si vous arrivez à comprendre les sources précises et les mécanismes derrière le vent solaire lent et rapide, c'est le prix Nobel garanti. Et enfin, quand on prend la combinaison de ces deux-là, on va créer ce qu'on appelle l'héliosphère. Le cocon magnétique dans lequel on a le vent solaire qui domine, c'est un véritable cocon qui va protéger le système solaire de tout ce qui peut se passer à l'extérieur. Donc, à la fois des vents interstellaires, puisqu'on a d'autres étoiles qui ont, elles aussi, des vents qui peuvent arriver jusqu'à nous, et aussi des événements violents comme les explosions de supernovas, l'effusion de trous noirs, etc. Donc, tout ça, c'est notre petit cocon protecteur qui s'appelle l'héliosphère, et on a envoyé deux sondes, Voyageur 1 et Voyageur 2, sonder justement les limites de l'héliosphère pour savoir jusqu'où elle va, quelle forme elle a, et comment ça se passe une fois qu'on est sorti dehors. Donc, grande question sur quelles sont les limites de l'héliosphère et comment ça fonctionne exactement. Donc maintenant, on passe dans le Soleil et son système. Parce que, oui, l'avantage du Soleil aussi, c'est que ce n'est pas une étoile comme les autres, puisque c'est l'étoile qui est reliée à la Terre. Et ça fait qu'on a dû développer ce qu'on appelle la météorologie de l'espace. Comme je vous ai dit, le vent crée un lien naturel entre le Soleil et la Terre et fait que quand il y a des événements violents au niveau du Soleil, ils sont immédiatement transportés jusqu'à nous et ça peut avoir des conséquences. Ça, c'est un astronome amateur du nom de Carrington qui s'en est rendu compte en première fois en 1859
quand il était en train d'observer un particulièrement gros groupement de taches solaires à la surface, il s'est dit « Oh là là, quand même, c'est vachement beau et tout, c'est fou, c'est gros, c'est bien ». Et il a vu soudain un immense flash de lumière. À ce niveau-là, il s'est dit « Oula, ça c'est pas normal, ça se produit pas ». Mais bon, il s'est dit « Pourquoi pas ?» Et 2 à 3 jours plus tard, il y avait des aurores boréales telles qu'on n'en avait jamais vues dans l'histoire de l'humanité. Il y a eu des aurores boréales jusqu'en Inde. Il y a eu tous les câbles comment s'appelle, du télégraphe de Montréal qui ont tous sauté. Il y a eu des poteaux électriques qui ont pris feu en Angleterre. Enfin, c'était la folie. Et Carrington, il s'est dit, non mais quand même, c'est bizarre, quoi. Je veux dire, j'observe ça, et 2 jours plus tard, il se passe ça. Il n'y aurait pas un lien entre les deux. Et ça a été le premier à subodorer qu'effectivement, les événements qui se passaient au niveau du Soleil, via le vent solaire, pouvaient être transportés jusqu'à la Terre et interagir avec nous. Et ça a des conséquences, parce que l'événement Carrington, à l'époque, la technologie la plus avancée, c'était le télégraphe, donc c'était pas un problème. Mais aujourd'hui, avec toute la technologie qu'on a, si on avait un événement de cette ampleur qui se reproduisait, bah, ce serait véritablement problématique. Voilà, je voulais cette image-là. Puisque ça aurait des conséquences à plusieurs niveaux. Évidemment, ça aurait des conséquences pour la technologie qu'on a dans l'espace, les satellites, les astronautes. Il ne vaut mieux pas être un astronaute quand il y a une éruption solaire qui se produit, hein, sinon, si vous êtes dehors, vous êtes plus ou moins irradié. Il y a des conséquences au niveau de l'atmosphère. Pour les avions, le personnel des avions doit faire très attention quand il y a des éruptions solaires. Pour les communications, et aussi pour les courants électriques qui peuvent être générés dans la croûte terrestre et qui peuvent perturber des installations. Par exemple, au Canada, il y a une éruption solaire qui, dans les années 80, a fait complètement sauter le réseau hydraulique. Et donc, ils n'ont plus eu d'eau potable pendant une journée entière. Donc, ça peut quand même avoir des conséquences très, très graves. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, bah, ce serait bien si on pouvait anticiper ces événements, essayer de les deviner. Et donc, on a créé la météorologie de l'espace, la météo appliquée à l'espace. Donc, pour ça, on a toute une flottille de satellites qui est distribuée partout entre le Soleil et la Terre, et même au-delà de la Terre, pour essayer de monitorer en temps réel l'évolution du Soleil et essayer d'avoir un maximum de données. Et ensuite, on utilise des modèles, des simulations numériques, donc ça, c'est moi ce que je fais beaucoup, pour assimiler ces informations et essayer d'extrapoler, de se dire, voilà, est-ce qu'il va y avoir un événement violent et est-ce que ça va potentiellement toucher la Terre et si oui, quels impacts ça a pour notre société. Et vous vous dites, ouais, non mais c'est bon, une fois qu'on a observé l'événement violent, c'est à peu près facile. Ah ah, ah ah, si seulement c'était facile. Non, parce que déjà, les événements éruptifs, il y en a plein. Alors, c'est à peu près tous de la même manière, mais je vais vous faire une petite liste pour vous expliquer quand même comment ça se passe. Donc, le premier dont je vous ai déjà un petit peu parlé, ce sont les éruptions solaires. Ça va être une émission soudaine de luminosité dans toutes les longueurs d'onde. Ici, vous avez plusieurs longueurs d'onde, depuis la lumière visible jusque les rayons X et même les rayons gamma. Et donc ça, c'est typiquement ce qu'avait vu Carrington en 1859. Qu'est-ce qui se passe à peu près? L'idée, c'est que c'est encore une fois du champ magnétique. Vous avez dit que le champ magnétique, ça fait tout dans le Soleil. L'idée, c'est que globalement, on a des lignes de champ magnétique qui ont décidé de changer de configuration. Elles n'aiment plus comment elles sont, elles ont envie de changer de style de vie. Et donc, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont se reconnecter. Et cette reconnexion, ça va faire une très grande libération d'énergie. Et c'est ça qui va créer la lumière et qui va faire qu'on a ce flash très soudain. Ensuite, cette libération d'énergie, elle peut potentiellement accélérer des particules qui sont dans le coin. Et l'accélération de particules, ça peut se passer violent. Ici, vous avez un instrument, donc je crois que c'est l'ASCO, qui est en train d'observer le Soleil, et vous avez des éléments de particules de plus en plus violents. Et puis, bah, au bout d'un moment, ça va complètement saturer le détecteur, puisqu'on a toutes les particules énergétiques qui se déposent sur le détecteur et qui peuvent potentiellement endommager des instruments. Donc ça, il faut faire très attention. Par ailleurs, on peut aussi avoir du plasma qui est piégé dans les boucles magnétiques. Donc, quand on a une grosse configuration, on peut avoir du champ magnétique qui est éjecté et du plasma qui est coincé dedans. Ça fait ce qu'on appelle des éjections de masse coronale, donc des éjections à très grande échelle de plasma qui se retrouvent dans l'héliosphère. Et quand ce plasma il arrive sur Terre, et ben, ça fait ce qu'on appelle des orages magnétiques, c'est-à-dire que ça va interagir avec le champ magnétique de la Terre et faire des variations brusques du champ magnétique. Donc là, vous avez une évolution du champ magnétique terrestre, ça c'est quand tout va bien, et ça c'est quand on a un champ magnétique qui arrive et qui perturbe. Donc la question c'est comment est-ce qu'on fait pour anticiper ces différents événements éruptifs? Réponse, c'est pas simple. Globalement, on sait que quand on a des structures magnétiques compliquées, il y a plus de chances d'avoir des événements éruptifs, mais c'est pas toujours vrai. Donc on est encore en train de chercher quel est le dénominateur commun entre absolument tous ces événements et comment est-ce qu'on peut les anticiper au mieux. Ouais, mais vous allez dire, une fois qu'on a détecté un événement éruptif, c'est facile ensuite de voir comment ça va sur Terre. Je veux dire, ça va tout droit.
Ah non, ça ne va pas tout droit, ce serait beaucoup trop simple, puisque le Soleil, il tourne. Et donc, le champ magnétique, il tourne aussi. Ça fait ce qu'on appelle la spirale de Parker. Alors, je prends quand même 2 petites secondes, j'espère qu'on le voit un petit peu. Il y a une petite spirale ici, normalement que vous devez voir, qui est la spirale originelle dessinée par Parker en 1958. Non, mais il faut quand même que je vous parle de Parker. Parker, c'est quand même le type qui s'emmerdait tellement pendant sa thèse, il était tellement brillant, qui s'est dit, je vais m'attaquer à un problème de l'époque, qui était justement, à l'époque, on ne savait pas que le vent solaire existait, de se dire comment est-ce qu'on peut avoir une atmosphère statique qui englobe la Terre, et ça a été le premier à dire, bah non, l'atmosphère, elle est dynamique, il y a un vent solaire, et son article de 1958, il est absolument magnifique, parce que le type, avec 3 pauvres graphiques, en fait, il te prédit toute la physique qu'on va faire dans les 50 prochaines années. Et ça, pendant sa thèse. Le type, il est quand même trop fort, c'est un putain de génie. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles il a une sonde à son nom, puisque la Parker Solar Probe passait Eugène Parker. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste pour avoir un jour un instrument à votre nom. C'est facile, vous trouvez toute la physique de 50 ans, juste pendant votre thèse, et vous faites des petits gribouillis, et ça finit par marcher. Donc évidemment, la spirale de Parker, quand on la fait un peu plus complexe, ça ressemble à ça. Les lignes de champ ouvertes qui vont ensuite du coup partir dans l'héliosphère, et elles vont s'enrouler à cause de la rotation du Soleil. Et le problème, c'est que des événements éruptifs, ils ont tendance à suivre les lignes de champ magnétique. Donc, au lieu d'aller tout droit, ils vont suivre les lignes de champ magnétique et donc ils vont s'enrouler aussi. Et donc, c'est pour ça qu'un événement qui arrive juste en face de la Terre, il ne va pas forcément être propagé juste en face. C'est pas facile à cause de ça de déduire si un événement va toucher la Terre ou pas. Mais en plus, ça, c'est dans le plan écliptique, dans le plan équatorial. Si jamais on a des événements qui partent un petit peu obliques, on a en plus ce qu'on appelle le phénomène de magnetic towering, qui est que l'enroulement en haute latitude, il va suivre la forme d'un cône. Bon, heureusement, la Terre, elle est à peu près dans le plan ici. Mais du coup, quand on a des événements qui partent un petit peu comme ça vers les hautes latitudes, c'est encore plus difficile à prédire. Et c'est pas fini. Vous croyez que c'était fini? Voilà, non. Parce qu'ensuite, on a de la turbulence qui va perturber les lignes de champ magnétique et qui fait qu'on peut avoir des embrouillements et des particules qui sautent d'une ligne de champ magnétique à l'autre. Et c'est pas fini, parce qu'en plus, vous savez, je vous ai dit, il y a du vent solaire rapide et il y a du vent solaire lent. Et ils interagissent entre eux, ces imbéciles. Vous avez ce qu'on appelle des régions de corotation, qui sont des régions en fait où le vent rapide et le vent solaire se cognent l'un contre l'autre. Ça fait des régions de choc. Et donc, si jamais on a un événement éruptif qui est coincé dans cette zone de choc, il va se propager différemment par rapport à si jamais il n'y en avait pas. Donc en plus, on a des structures qui apparaissent sur le chemin et qui font qu'à cause de ça, c'est très 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 difficile de prédire la trajectoire précise d'un événement éruptif. Vous comprenez pourquoi est-ce qu'on a besoin de sous en météorologie de l'espace. Et ensuite, quand tout ça, ça arrive sur la Terre, c'est pas fini, parce que la Terre, elle a son propre champ magnétique, avec sa propre géométrie, avec sa propre complexité. Alors, il y a des événements qui sont assez jolis et très sympas, comme par exemple les aurores boréales, qui sont littéralement le résultat de l'interaction des particules énergétiques avec la haute atmosphère terrestre. Alors, j'en profite pour préciser un petit truc, établir une petite vérité que les gens confondent souvent, qui est le fait que on dit souvent que les aurores boréales, ça arrive au niveau des pôles parce que les particules s'engouffreraient dans les failles de champ magnétique qui sont situées au niveau des pôles. Alors en fait, c'est faux. Ça paraît très simple à expliquer, mais c'est assez faux. Il y en a quelques-unes qui passent, mais c'est pas parce que c'est des failles de champ magnétique qu'il n'y en a pas du tout. C'est quand même difficile d'arriver à pénétrer directement. En fait, la majorité des particules qui viennent des aurores boréales, ce qu'elles font, c'est qu'elles contournent le champ magnétique terrestre, et ensuite, vers la fin, là, il y a une grosse faille. Quand le champ magnétique se reconnecte à l'arrière, elles vont remonter le long des lignes de champ. Et comme ces lignes de champ, elles sont surtout connectées au pôle, puisqu'au niveau des équateurs, on a surtout des lignes de champ fermées, elles vont remonter majoritairement vers les pôles. Et donc, c'est comme ça qu'on a des aurores boréales. En fait, c'est parce que les particules passent par l'arrière et elles passent par la petite porte de sortie. Soit dit en passant, ce phénomène ne se produit pas uniquement sur Terre, hein, ça c'est une image de Jupiter, où on va avoir aussi des aurores boréales, il suffit d'avoir n'importe quelle planète qui a un champ magnétique, et vous aurez aussi avoir des aurores boréales. Donc ça c'est sympa, on peut en observer partout dans le système solaire. Et ensuite, une fois que vous avez franchi le champ magnétique, il reste encore l'atmosphère. L'atmosphère de la Terre, c'est pas du tout quelque chose de simple. On a plein de couches différentes qui ont toutes des propriétés de température, de densité, différentes et qui vont avoir des propriétés d'interactions différentes avec les particules. Donc là encore, moi je ne travaille pas vraiment là-dessus, mais je travaille avec des gens qui travaillent là-dessus. C'est pas simple de prédire exactement quelles vont être les conséquences de tel événement
sur la Terre et en particulier sur la technologie. Donc anticiper l'impact sur la Terre, c'est là encore une nouvelle couche de complexité et ça demande encore énormément de travail. Et enfin, on arrive à la dernière partie qui est de maintenant présenter le Soleil comme une étoile comme les autres, finalement. De remettre en perspective le Soleil vis-à-vis des autres étoiles, parce que forcément c'est notre étoile, donc nous, on l'aime un petit peu plus que les autres, il faut avouer. Mais en réalité, est-ce que le Soleil c'est une étoile si originale que ça? Alors déjà, finalement, c'est quoi les caractéristiques du Soleil? Si on devait lui faire sa petite carte d'identité, ça ressemblerait à quoi? Alors, c'est une étoile qui a à peu près 4,55 milliards d'années, c'est à peu près la moitié de son âge. Donc, on va dire qu'il a le bel âge, notre Soleil. Il a un rayon de 700 000 km, donc par comparaison, la Terre, c'est à peu près 6 000 km. Une masse de 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards de tonnes, donc c'est lourd, mais ça va. Composition essentiellement du gaz, de l'hydrogène et de l'hélium qui est généré par fusion. Température de surface 5500 degrés. Sa couleur de surface dominante, c'est le jaune. Alors, c'est le jaune parce qu'on est sur Terre. Si vous étiez exactement dans l'espace, en fait, techniquement, il est un petit peu plus vert. Mais pour une raison, les astronomes, ils n'aiment pas les étoiles vertes, donc on dit qu'il est plutôt jaune. Et la distance à la Terre, c'est 150 millions de kilomètres. Du coup, petite anecdote, en fait, c'est une distance à laquelle les données, la relativité restreinte commencent à s'appliquer. Et donc, notamment, en fait, la lumière met 8 minutes à faire le trajet entre la Terre et le Soleil, ce qui veut dire que vous ne voyez jamais le Soleil tel qu'il est dans votre temporalité. En fait, à chaque fois que vous regardez le Soleil, vous regardez dans le passé et vous le voyez tel qu'il est il y a 8 minutes. Donc, c'est un petit fait que je trouve rigolo. Et donc, quelles sont les étoiles de type solaire? C'est quoi les cousines du Soleil qu'on pourrait retrouver? Alors là, normalement, ceux qui ont fait de l'astro doivent dire « Oui, un diagramme de la chair !» Donc, pour ceux qui connaissent pas l'astro, ils disent « Oh mon Dieu, c'est quoi ce diagramme ?» Donc, c'est ce qu'on appelle le diagramme de Hertzsprung-Russell, du nom des deux astronomes qui ont travaillé là-dessus. Et ne vous inquiétez pas, c'est pas si terrible que ça. C'est juste l'idée de classer les étoiles selon deux critères, que sont la luminosité et la température de surface. Et en fait, en faisant ça, on se rend compte que la majorité des étoiles actives vont tomber sur une loi en particulier. Notre petit Soleil ne fait pas exception, lui, il est ici. Et grâce à ça, ça permet de classer les étoiles en catégories de manière beaucoup plus simple. Donc le Soleil, en fait, il appartient à une catégorie qui est ce qu'on appelle les naines jaunes, qui ont une température de surface entre 5000 et 6000 Kelvin, donc une couleur dominante plutôt jaune, une masse entre 0,8 et 1,04 masse solaire, un rayon entre 0,96 et 1,15 rayons solaires, et ça représente à peu près 7,6% des étoiles de l'univers. Donc, ce n'est pas les étoiles les plus dominantes. En fait, les étoiles dominantes, c'est un peu en trichant. Ce sont les étoiles ici, les naines rouges, parce qu'en fait, ce sont des étoiles qui ont une durée de vie supérieure à la durée de vie de l'univers. Donc, toutes les naines rouges qui ont été créées sont toujours vivantes et n'ont jamais explosé. Contrairement aux étoiles comme le Soleil qui ont une durée de vie d'à peu près 10 milliards d'années, donc il y en a qui ont commencé à mourir. Et encore pire pour les géants bleus qui, elles, meurent très rapidement. Mais c'est quand même une étoile relativement répandue. Ensuite, un autre critère qui est assez intéressant, c'est la structure interne de l'étoile. Radiative à l'intérieur, convective à l'extérieur. Ce n'est pas du tout le cas de toutes les étoiles, notamment si vous allez vers des masses plus petites, donc les naines rouges, elles vont avoir en fait une structure complètement convective, il n'y a pas de zone radiative, et à l'inverse, quand on va vers des étoiles qui sont un peu plus massives comme les géants bleus, il va y avoir un renversement. L'intérieur va devenir convectif et l'extérieur va devenir radiatif. Donc quand on parle d'étoiles de type solaire, on parle toujours de la même structure, intérieur radiatif, extérieur convectif. Mais c'est intéressant d'avoir ça en tête. Et ensuite, quand on essaie de remettre notre Soleil en perspective, on se rend compte qu'il a peut-être des comportements un peu inhabituels. Par exemple, son activité, il semblerait que notre Soleil soit un petit peu feignant. C'est un petit paresseux qui est plutôt assez calme comparé aux autres. Donc là, vous avez une étude assez récente qui est parue dans Nature qui a montré que ça, c'est l'évolution de la luminosité du Soleil entre un minimum et un maximum d'activité. Et donc là, c'est peut-être un peu dur pour dire sur les chiffres, mais vous voyez que le maximum de variation entre minimum et maximum d'activité, c'est 0,18%. Et là, on a une autre étoile qui est de type solaire, donc elle a à peu près la même masse, le même rayon, la même métallicité, les mêmes caractéristiques, comme je vous l'ai dit. Et elle, c'est les deux bandes rouges ici. 0,18%, c'est genre les variations de base, quoi. Elle a même des variations qui sont plus grandes que ça. Et donc ces variations de luminosité, c'est lié en grande partie à la génération de taches solaires. Donc ça veut dire quoi? Qu'elle a des taches solaires plus grosses, et donc qu'elle a une variation qui est une activité magnétique qui est plus intense. Et en fait, si on fait un sondage un peu statistique comme ça, on se rend compte que ça, c'est l'échantillon d'étoiles qu'on peut avoir de type solaire, avec leur activité, leur action en fonction du temps.
Et en fait, le Soleil est plutôt classé dans les étoiles qui ont le moins de variations, et donc qui sont des étoiles qui sont les moins actives. Après, c'est aussi, ça c'est un histogramme de fréquence, ce sont les étoiles les plus fréquentes. Il y a plein, puisque c'est des étoiles qui vraisemblablement vivent plus longtemps. Donc la majorité des étoiles solaires sont peu actives et le Soleil tombe là-dedans, mais il y a quand même des étoiles qui sont beaucoup plus actives et le Soleil n'en fait pas partie. Donc notre étoile, on a de la chance, est une étoile relativement calme, mais ça c'est une bonne nouvelle au niveau de la météo de l'espace. Mais à quel point est-ce qu'il est calme par rapport aux autres, ça c'est encore une question, et pourquoi est-ce qu'il est plus calme que les autres, à laquelle on aimerait bien répondre. Ensuite, un autre truc intéressant, c'est le futur du Soleil. Est-ce que notre étoile est amenée à changer dans les années à venir? Il y a certaines études qui indiquent que oui. Alors ça, c'est vraiment un sujet qui est encore en plein débat dans la communauté, en fonction de qui vous parlez, il y a des gens qui y croient, il y a des gens qui n'y croient pas. C'est quelque chose de vraiment très actuel. Donc, ici, nous avons une loi qui relie l'âge de l'étoile à sa période de rotation. C'est ce qu'on appelle la loi de gyrochronologie. Ça consiste à dire qu'au bout d'un moment, toutes les étoiles, elles vont juste perdre de la rotation, elles vont ralentir à cause du vent solaire, qui va juste leur enlever du moment cinétique, et elles vont toutes ralentir selon les mêmes mécanismes physiques. Mais il y a certaines études sur des étoiles à peu près de l'âge du Soleil qui montrent qu'en réalité, ces étoiles sembleraient ralentir moins vite que ce à quoi on s'attend. On aurait une déviation de la gyrochronologie qui se produirait à peu près au niveau de l'âge du Soleil. Et alors ça, l'explication qui serait avancée, c'est parce qu'il y aurait un changement soit de rotation, soit de magnétisme. Les deux sont assez liés. Ici, on trace justement la période de rotation des étoiles en fonction de leur période, de leur cycle magnétique. Donc, vous vous souvenez, pour le Soleil, par exemple, c'est une période de 28 jours de rotation en moyenne versus un cycle de 11 ans. Et en fait, on trouve qu'on a deux familles, globalement, qui se démarquent. On a des étoiles qui sont particulièrement actives et des étoiles donc avec des cycles ici magnétiques qui sont très forts et des étoiles particulièrement peu actives avec des cycles qui sont beaucoup plus longs. Ah pardon, c'est vrai. Ici, cycle long, ici, cycle court. Et alors, le Soleil, quand on le passe, il est là. Il est en plein milieu des deux. Donc, au début, quand on a fait cette courbe, on s'est dit, ben mince, on s'est trompé. Ou alors, une autre explication, c'est que les étoiles transitionnent. C'est l'explication des petits lignes pointillés que vous voyez ici, c'est que les étoiles, en fait, elles commencent en étant plutôt actives quand elles sont jeunes, et ensuite, petit à petit, elles vont transitionner vers des cycles de plus en plus longs, et donc ça veut dire que notre Soleil, il a commencé sa transition, et donc il est en train de changer. Bon, c'est des changements qui sont à très grande échelle, donc nous, on les verra probablement pas, c'est des changements sur des millions d'années, mais ça pourrait être intéressant de se demander, tiens, est-ce que notre Soleil, il est un peu en crise d'adolescence, ou enfin plutôt ici la crise de la cinquantaine, et qu'il a décidé d'essayer de changer. Et enfin, je me dois de finir la présentation parce que je sais que vous allez me poser des questions là-dessus sur la mort du Soleil. C'est vraiment pas mon sujet d'étude, mais je vous le mets quand même parce que c'est intéressant de se poser ces questions. L'avantage de la physique stellaire, c'est qu'on a suffisamment d'informations pour à peu près savoir ce que va devenir le Soleil, ce qui est quand même extrêmement puissant quand vous y pensez. Donc, ce qu'on sait, c'est justement en regardant les autres étoiles. Notre Soleil, c'est donc une étoile naine. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand il n'aura plus assez d'hydrogène qui pourra fusionner pour faire de l'hélium, il va changer de réaction et devenir ce qu'on appelle une géante rouge. Il va commencer à fusionner l'hélium pour donner du carbone, de l'azote et de l'oxygène. Mais ensuite, quand il n'aura plus suffisamment d'hélium, il n'aura pas assez de masse pour pouvoir atteindre une température suffisante pour entamer l'étape suivante. Donc là, il n'y aura plus de réaction de fusion pour contrebalancer la gravitation, et donc il va s'effondrer sur lui-même tout en expulsant ses couches de gaz. Donc il va passer par une phase de nébuleuse planétaire, et ensuite il ne restera que le petit noyau compact à l'intérieur, qui est une étoile, ce qu'on appelle une naine blanche. C'est un petit cadavre d'étoile, qui est du coup extrêmement dense. Ça fait partie de ce qu'on appelle des objets compacts. Il faut vous dire qu'une cuillère à café de naine blanche, ça pèse à peu près une tonne, donc à peu près le poids d'une voiture. Donc c'est très compact. Si le Soleil avait été une étoile plus grosse, il aurait pu, du coup, passer l'étape suivante, continuer à fusionner son carbone, son hélium, son oxygène. À ce moment-là, c'est devenu une super géante. Mais il y a forcément un moment où on ne peut plus fusionner puisqu'on atteint le fer, et le fer, c'est l'élément le plus stable de toute la classification, et donc c'est pas possible de fusionner des noyaux de fer. Du coup, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est à peu près la même chose qu'ici, mais en encore plus violent. Ça crée une supernova, une énorme explosion avec au contraire à l'intérieur une énorme implosion vers un noyau vraiment très compact. Et là, ça dépend de la masse de l'étoile. Soit vous êtes une étoile, on va dire de taille à peu près moyenne, et vous donnez donc une étoile à neutrons. Ce serait encore très intéressant de vous parler du champ magnétique des étoiles à neutrons, mais je n'ai pas du tout le temps ici
Mais les étoiles à neutrons, c'est encore plus dense que ce qu'on a sur les naines blanches. Une cuillère à café d'étoiles à neutrons, c'est à peu près autant aussi dense qu'une montagne. Enfin, c'est à peu près aussi lourd qu'une montagne. Donc c'est comme si vous aviez l'Everest dans votre cuillère à café. Et encore, si vous êtes encore plus dense, vous pouvez arriver carrément à déchirer le tissu de l'espace-temps et vous créer un trou. Donc ça, le Soleil, il n'arrivera absolument pas à faire ça. Il n'est pas du tout suffisamment dense. Nous, on va s'arrêter à juste petite lune blanche. Mais ce qui est super intéressant, c'est que ce n'est pas extrêmement clair sur les étapes intermédiaires, comment ça va se passer. Il y a plusieurs types de géants rouges qui existent, notamment qui peuvent avoir des interactions avec des planètes autour, donc elles vont avoir des formes différentes, des vents différents. Donc à quoi ressemblera exactement le Soleil quand il va se transformer en géant rouge, c'est pas du tout clair. Et quel impact ça va avoir sur la Terre, c'est pas du tout clair. Il y a des gens qui pensent qu'il va gonfler tellement qu'il va absorber la Terre. Au contraire, il y en a qui pensent que peut-être que via l'interaction entre les deux, la Terre survivra entre guillemets, mais aura du coup un climat complètement différent. C'est des questions, et puis qu'est-ce qui va se passer quand il va exploser, qu'il va rester plus qu'une naine blanche. C'est des questions ouvertes qui sont super intéressantes et qu'on peut étudier. Et avec cela, nous avons fini notre petit voyage aux confins du système solaire. Donc, nous avons vu le Soleil sous absolument tous ses angles, avec tous les grands mystères qu'il nous réserve encore. Depuis l'intérieur, on a une structure interne qui est encore finalement assez méconnue et un magnétisme qui est encore extrêmement important à modéliser et qu'on ne comprend pas complètement. Ensuite, on est passé à son atmosphère, on a vu que les mécanismes du chauffage de la couronne étaient encore très mystérieux, ce qui faisait que les origines du vent solaire étaient encore mal comprises. Vent solaire qui ensuite va transporter des éléments éruptifs qu'on comprend encore assez mal de par leur origine et leur transport à l'interaction jusqu'à la Terre. Et enfin, quand on réfléchit à la place du Soleil parmi les autres étoiles, on se rend compte que c'est peut-être pas une étoile finalement tant comme les autres, et surtout, c'est pas très clair exactement quel sera son futur et comment est-ce qu'il va changer. En conclusion, j'aimerais quand même rappeler que le Soleil, ça restera à tout jamais notre étoile, à nous. Et à ce niveau-là, ce sera toujours une étoile qui sera différente des autres, parce que tout ce qui se passe au niveau du Soleil, ça a des répercussions sur la Terre. C'est ça que moi je trouve à la fois terrifiant et en même temps magnifique, c'est que les autres étoiles, c'est des petits points qu'on voit la nuit, c'est quelque chose de finalement très abstrait, alors que le Soleil, c'est ce qu'on voit littéralement tous les jours, et c'est vraiment ce qui va avoir des conséquences sur toutes nos vies. Et rien que pour ça, c'est super intéressant d'étudier le Soleil, parce qu'on se dit, voilà, je fais de la physique qui est vraiment appliquée, qui a des conséquences pour la vie, qui peut changer, Bon, du coup, merci beaucoup, Barbara. C'était vraiment super intéressant. Je sais pas s'il y a des gens qui ont des questions. Ok, alors Raphaël, je vais te mettre en présentateur. Il faudrait que quelqu'un me lise les questions parce que je ne... Alors, normalement, Raphaël, si tu as une question, tu peux parler. Ouais, je peux parler. Tout le monde m'entend bien? Ouais. Ok, alors j'avais une question, c'est la slide 27, je crois. Celle où tu montres les deux régimes de période de rotation et activité. Je sais plus, attends. Celle d'après. Est-ce que c'est celle d'après? Ouais, celle-là. Je voulais savoir, du coup, donc sur le graphique de droite, on voit effectivement qu'il y a deux beaux régimes différents. Déjà, les étoiles, c'est que des étoiles de type solaire ou il y a plusieurs types différents là? Alors là, ce qu'on voit sur le diagramme, nous, on a en fait trois populations qui sont légèrement différentes. Je ne suis pas rentrée dans les détails, mais c'est les significations des couleurs. On a des étoiles qui sont jaunes, des étoiles qui sont rouges, des étoiles qui sont bleues, qui sont des types légèrement différents. En fait, donc ça, c'est dans la classification. Ça va être globalement des étoiles qui ont à peu près la structure du Soleil, mais globalement, les étoiles jaunes sont plus proches, c'est des étoiles de type G. Donc elles ont vraiment, c'est vraiment des naines jaunes. Les étoiles rouges vont être plutôt des étoiles de type K, donc on se rapproche plus des naines rouges, et les étoiles bleues, je crois, sont de type F, donc sont un petit peu plus massives que le Soleil. Ok. Donc là, on a quand même un échantillon un petit peu plus large. Ok, d'accord. Et donc, du coup, c'est intéressant qu'il y ait plusieurs types différents d'étoiles et que ce soit quand même deux régimes bien distincts.
Et donc, ça m'amène à la partie principale de ma question. Est-ce qu'il y a déjà des projets en cours pour essayer de peupler un peu plus ce diagramme? Parce que là, du coup, on voit deux régimes différents et le soleil en plein milieu. Ce serait drôle, enfin, ce serait marrant d'essayer d'avoir plus d'étoiles pour voir s'il y a vraiment une séquence de passage d'un régime à l'autre ou si vraiment le soleil reste un outlier en plein milieu. Mais du coup, est-ce qu'il y a des projets qui visent à peupler un peu ce diagramme ou pas? Alors, bah oui, justement, vu alors, tout ça, c'est des résultats qui sont très très récents. Cette déviation de la géochronologie, ça a été mis en avant pour la première fois en 2017, donc il y a 4 ans. Et depuis, évidemment, il y a une volonté de peupler plus le diagramme pour essayer de mieux caractériser, de mieux comprendre, notamment peupler aussi ce diagramme-là. Est-ce que cette déviation, est-ce que c'est juste vis-à-vis des étoiles qu'on a observées ou est-ce qu'il y en a d'autres qui viennent renforcer? Après, ce qui est intéressant aussi à observer, c'est que c'est vrai que je ne suis pas rentrée, je ne sais pas si on le voit, mais il y a certaines étoiles qui sont reliées par des petits pointillés. C'est parce qu'en fait, même au sein d'une même étoile, il peut parfois y avoir 2 cycles, où il peut y avoir des variations très fortes en fonction du minimum ou du maximum d'activité. Donc même au sein d'une même étoile, il faut les observer pendant très longtemps en fait, pour avoir des informations qui soient suffisamment pertinentes. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est compliqué d'arriver à peupler ce diagramme, c'est parce qu'il faut beaucoup d'observations pendant très longtemps et très très précises. Il y a aussi là, vous voyez, il y a quand même des barres d'erreur qui sont énormes. Et donc parfois, les étoiles, en fonction de la mesure qu'on fait, ça pourrait finalement marcher ou aller d'une branche à l'autre. Donc c'est en cours, mais ça va prendre du temps pour peupler précisément ce diagramme. Ok, merci, merci beaucoup. Du coup, merci beaucoup, Raphaël, pour tes questions. Julien, je crois que c'est toi qui avais demandé la parole en premier. Du coup, je passe un présentateur. Voilà, normalement, tu peux poser tes questions. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Allô? Oui, ok, super. Donc ma question, elle est simple, j'espère. Tout à l'heure, vous avez dit que dans le cas d'une géante rouge, euh, l'étoile elle va faire de la fusion jusqu'au fer, et comme le fer est trop stable, ensuite elle va se transformer en supernova, enfin, exploser quoi, globalement. Et ma question, c'est juste de savoir du coup d'où viennent les éléments plus lourds que le fer. Alors, ça justement, c'est une très bonne question. Donc, la compréhension qu'on en a, c'est que justement, les éléments plus lourds que le fer ne peuvent pas être créés au cœur même des étoiles. Donc, ce qui se passe, c'est que soit ils vont être créés justement au moment où ils sont encore plus violents dans l'univers et qui, là, ponctuellement, vont créer des conditions de température et de pression qui peuvent être encore plus fortes et donc qui peuvent amener la modification de certains éléments. C'était justement une des catchphrases qui avait été utilisée un peu par la NASA quand ils avaient repéré donc par les ondes gravitationnelles la fusion de 2 étoiles à neutrons qui avaient donné un trou noir. Et leur catchphrase, c'est qu'ils avaient, d'après leur calcul, mesuré qu'il y avait plusieurs tonnes d'or qui avaient été générées au moment de la fusion entre les 2 éléments, entre les 2 étoiles. Donc on peut avoir des éléments très très lourds qui sont générés à ce moment-là, mais du coup c'est des éléments très très ponctuels et c'est pour ça que c'est des éléments rares. Et après, il y a évidemment tous les différents mécanismes biochimiques qui vont se produire à la surface des planètes qu'on peut retrouver. Donc, il y a des éléments qui vont être plus propres à la Terre ou aux différentes étoiles, enfin, aux différentes planètes qu'on va creuser. Merci beaucoup. Du coup, merci Julien pour tes questions. Même, pareil, je vais te mettre en présentateur. Et tu vas pouvoir poser tes questions. Voilà, c'est bon. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ah, merci beaucoup. Bien, j'ai 2 questions et la première, ah désolé, oui, j'ai oublié parce que ça. La première, c'est vous avez mentionné au début la sismologie du Soleil.
Et j'aimerais bien, si vous pouvez, que vous me parlez un peu, éclaircir plutôt la technologie ou la technique utilisée pour ce genre de mesures. Et la deuxième question, c'est que vous avez mentionné avant une information that struck me, which is pourquoi notre soleil il est plus calme, donc elle est plutôt stable par rapport aux autres étoiles qui ont les mêmes caractéristiques. Et du coup, c'est plutôt à votre avis, est-ce que c'est, euh, ça peut être un critère pour avoir des planètes euh, pardon, vous m'entendez? Allô? Allô? Oui, Slimane, on t'entend, mais je crois que Ah, Barbara est partie. ah, ok. Désolé. Donc, Elle devait avoir un truc donc, de connexion, je crois qu'elle s'est reconnectée. Attends 2 secondes. ok. Non, je crois qu'on a perdu Barbara. C'est un peu fâcheux. Bon, eh ben, si tu veux bien attendre quelques secondes qu'on trouve une solution pour la faire revenir. Ok, ok. Bon, sinon, j'ai vu qu'il y avait une question dans le chat qui demandait si on aurait d'autres conférences. Oui, c'est le cas, ça va venir, les infos vont arriver. On va avoir une conférence le mois prochain avec Lou. Donc, on vous tiendra au courant. Voilà, Barbara, je crois que tu es revenue. Tu nous entends? Oui, là je vous entends. Ok, bah Slimane, vas-y, je t'en prie. Bonjour, vous m'entendez? Oui, là c'est bon. Bien, je ne sais pas, est-ce que, j'ai eu deux questions. Je ne sais pas, est-ce que la première question, vous l'avez reçue ou je fais répéter? Oui, alors c'était, si je me souviens bien, la première question c'était l'héliosismologie détaillée plus les méthodes. Et la Oui, deuxième, et c'est la sur deuxième, l'activité du c'était, soleil. oui, c'est l'activité. Vous avez mentionné que notre soleil était calme. Donc, je me posais la question, est-ce que ça peut être bien un critère euh, que, un critère pour avoir de la vie, des planètes habitables. Donc, c'est possible un critère supplémentaire parce que une étoile qui est calme, donc moins d'activité, donc s'il y a de la vie, donc un peu like flourish. Donc voilà. La deuxième question, c'est plutôt un avis d'un expert. Je cherche l'avis d'expert, c'est plutôt d'une question directe. Alors, tout à fait. Alors, la première question, je ne vais pas forcément être capable de rentrer à fond dans les détails parce que moi, l'héliosismologie, je me sers des résultats dans mes simus, mais ce n'est pas quelque chose que je fais exactement. Ça, c'est même votre présidente, Lucie, qui pourrait répondre probablement mieux que moi, vu qu'elle a travaillé sur les données de SOHO. Donc, je vais répondre dans la limite de mes connaissances. Donc, c'est ce que j'expliquais moi de ce que je sais. Ce qui se passe, c'est que, comme j'ai dit, on va avoir des oscillations qui vont aller à la surface du Soleil. Et ces variations vont se traduire en termes de luminosité. Donc, ce que font les héliosismologues, c'est qu'ils vont analyser principalement les courbes de lumière qui sont reçues. Ils regardent, ils vont faire des transformés de Fourier pour voir un petit peu les différentes périodes qui vont ressortir. Et ils vont voir des modes particuliers. Et en étudiant la fréquence de ces modes, leur amplitude et surtout l'écart entre les modes majeurs et les modes mineurs, ils sont capables de retrouver des informations sur justement les différentes caractéristiques de ces modes, à quelle profondeur ils se sont propagés, à quel taux de rotation c'est associé, etc. Et même d'autres caractéristiques de l'étoile. En combinant ça avec de la physique stellaire, on peut retrouver des informations sur la masse de l'étoile, sur la température. Enfin, il y a plein de choses. C'est extrêmement riche, mais c'est vrai que je ne vais pas pouvoir aller beaucoup plus loin que te dire. Voilà, c'est des analyses de fréquences dans des courbes de lumière. Et après, pour plus ça, faut demander à des sismologues précisément comment ça marche. Et alors, en revanche, sur la deuxième question, là, je vais pouvoir répondre un peu plus précisément. La deuxième question, c'est effectivement, c'est une très bonne remarque que l'activité des étoiles
a une influence sur l'habitabilité des planètes qui vont tourner autour. Comme j'ai dit, nous, la vie existe sur Terre en grande partie parce que notre étoile est particulièrement calme. Comme j'ai dit, quand on a des événements qui sont très très violents, ça va avoir une influence sur la technologie, ça va avoir aussi des influences sur la composition de l'atmosphère, et ça peut même avoir une influence si le champ magnétique de la planète n'est pas suffisamment intense. Ça peut en fait complètement souffler l'atmosphère. On pense que c'est ce qui est arrivé sur Mars, qu'elle avait un champ magnétique qui n'était pas suffisamment intense. Et donc, à cause de ça, son atmosphère a été complètement soufflée en fait, par le vent solaire et probablement par des événements plus violents. Et du coup, peut-être qu'il y avait de la vie sur Mars autrefois, mais il n'y en a probablement plus aujourd'hui à cause du vent solaire et de l'activité magnétique. Et donc, si on a une activité qui est encore plus intense, ce qui est le cas paradoxalement pour les étoiles plus petites qui sont complètement convectives et qui du coup ont vraiment des super flares tels que nous on n'en a jamais vu sur le Soleil, ça peut influencer très grandement donc des systèmes comme TRAPPIST, qui a été un système d'exoplanètes qui a été mis beaucoup en avant. On disait oh là là ça peut être habitable et tout. Oui, ça peut être habitable au vu des conditions de luminosité, de distance vis-à-vis de l'étoile, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une activité magnétique très 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 intense sur l'étoile qui est une naine rouge, et donc ça c'est encore en train d'être quantifié. Est-ce que du coup les planètes vont avoir un champ magnétique suffisamment intense pour les protéger de ce que l'étoile est capable de générer? C'est évidemment une question qu'on doit se poser en termes d'habitabilité. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question. Oui, merci beaucoup. Du coup, merci beaucoup pour ta question, Slimane. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, Allez-y, moi hein. j'ai une question, Barbara. À un moment, au début de la conférence, tu as parlé de polarité entrante et sortante. Est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est en fait, ce que ça signifie? Alors, je retrouve juste la slide. Alors, c'est vrai que je ne suis pas rentrée exactement dans les détails de tout ça. C'est juste tout simple, c'est juste, voilà, donc par exemple là on a un exemple de polarité entrante et sortante. Je sais pas si on voit mon écran, oui, normalement on le voit. Alors en fait c'est juste en fonction c'est les polarités nord-sud. C'est comme si quand tu prends un aimant, tu vas avoir tes lignes de champ magnétique par exemple, donc qui vont être un parfait poloïde, et tes lignes de champ magnétique elles ont un sens, dans le sens où si jamais tu mets des particules qui suivent et que tu as un courant, et les particules vont se diriger d'un sens vers l'autre. Et donc tu as ce qu'on appelle du champ magnétique sortant et du champ magnétique entrant. Donc ça dépend du sens de tes champs magnétiques, et donc ça correspond à la polarité qui va être, donc on appelle les polarités plutôt nord ou plutôt sud. Je ne sais pas si c'est clair. Non, c'est ça, ok. Merci beaucoup. Alors, Barbara, je ne sais pas si tu vois, je crois qu'il y a des questions dans le chat. Ouais, j'en vois quelques-unes. Alors, là, par exemple, j'ai une question de Joseph qui dit: est-ce que toutes les étoiles possèdent-elles encore de l'hydrogène en fin de vie? Alors, je ne suis pas spécialiste de l'évolution stellaire, donc je ne vais pas trop m'avancer pour avoir peur de dire des bêtises. De ce qui me semble, un petit peu, oui. En fait, c'est une approximation un peu grossière qu'on fait quand je dis que l'étoile n'a plus suffisamment d'hydrogène pour. Alors, c'est pas vraiment une question de couche, c'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros, quand je vous dis qu'on passe, par exemple, qu'on n'a plus suffisamment d'hydrogène pour faire de l'hélium, en fait, c'est plutôt une question vraiment de quantité. Comme j'ai dit, en fait, les conditions au cœur de l'étoile pour faire de température et de pression, pour faire de la fusion, sont pas en fait les conditions tout à fait idéales pour le faire. Et du coup, à cause de ça, comme j'ai dit, il faut faire intervenir l'effet tunnel, et il faut faire intervenir une très très grande quantité de gaz pour pouvoir justement avoir cette pression, pour pouvoir pousser, pour pouvoir aider pour la fusion. Et donc, en fait, on n'arrive pas à zéro quand on déclenche la réaction suivante. C'est juste qu'on n'a plus suffisamment d'hydrogène disponible dans le réservoir pour passer à l'étape suivante. Donc, il me semble qu'il en reste encore un petit peu. Et donc, selon cette logique-là, en fait, techniquement, oui, toutes les étoiles en fin de vie vont encore conserver un tout petit peu d'hydrogène. Comment c'est conservé exactement, ça c'est compliqué. Des fois, il y a des histoires de
Ça peut être une surcouche au-dessus du noyau d'hélium, ou ça peut être encore coincé à l'intérieur. Ça, il faut regarder plus précisément des gens qui s'y connaissent en évolution stellaire. Mais oui, il y a encore un tout petit peu d'hydrogène. Alors, n'hésitez pas à poser des questions oralement aussi. Hein. Marielle, je vais te donner accès à un micro. Sinon, Barbara, je crois qu'il n'y avait pas d'autres questions dans le chat. Hein. Il y en avait une, mais du coup, tu y as répondu juste avant avec Slimane. Voilà, sinon, Marielle, normalement, tu peux parler. Alors, Marielle, je sais pas si tu parles, mais on t'entend pas. Normalement, tu devrais avoir un petit icône avec un micro. Et si tu appuies dessus, on pourra t'entendre. Ah oui, pardon. Ben, merci pour cet exposé. J'ai une question sur la visualisation des champs magnétiques. Donc, autour du Soleil, il y avait une diapo où il y avait une sorte de tutu autour du Soleil, dessiné avec des traits. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà, celle-là. Et puis, après, il y a d'autres images avec le champ magnétique terrestre, la magnétosphère terrestre, donc qui est un peu ovoïde. Et il y a une connexion entre le champ magnétique de l'étoile et celui de la Terre. Et je vois pas très bien en fait comment ça se connecte. En fait, cette figure-là, j'arrive pas à la relier avec comment dire, avec une vision où il y aurait la Terre dans l'image. Ok, je crois que je vois ce que tu veux dire. Oui, parce que c'est vrai que c'est difficile d'inclure tout globalement. Ça dépend. Effectivement, là, la vision qu'on donne ici, c'est une vision où en fait, ça dépend à quelle ligne de champ tu t'intéresses. Là, ce qu'on représente, notamment, tu vois qu'au niveau des pôles, il n'y a pas de ligne de champ magnétique qui part. Ici, on voit que les lignes de champ qui sont les plus proches de l'étoile et donc qui vont avoir tendance, c'est ce qu'on appelle des lignes de champ fermées parce qu'elles se reconnectent directement dans l'étoile. Et donc, c'est des lignes de champ qui sont très très proches. Par exemple, si je retourne sur la présentation et que je peux mettre ça en perspective, ce sera... Alors, j'essaye... voilà. L'image, je pense, qui t'aidera le mieux, c'est celle de la spirale de Parker. Donc, finalement, voilà, là, tu as le champ magnétique de l'étoile à son échelle globale. Donc, les lignes de champ qu'on voyait dans le film, ce sont celles-ci. Ce sont les lignes de champ qui sont fermées et qui donc restent très, très proches de l'étoile. Et celles qui partent du pôle sont plutôt des lignes de champ qui vont avoir tendance à s'ouvrir. Alors, c'est un abus de langage que de dire que ce sont des lignes de champ ouvertes parce que les monopôles magnétiques, ça n'existe pas. Donc, tu ne peux pas avoir une ligne de champ qui part d'un point et qui ne va nulle part. En fait, elle se reconnecte, mais très, 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 très loin. Justement, probablement aux limites de l'héliosphère. Donc ça va très, très loin au-delà de la Terre. Et la Terre, en fait, on voit, c'est l'orbite ici qui est à 1 AU. Donc ensuite, il faut t'imaginer mettre le petit champ magnétique de la Terre à ce niveau-là qui se balade. Et donc, évidemment que tu vas avoir des connexions entre, du coup, les lignes de champ ouvertes qui partent plutôt des pôles du Soleil et le champ magnétique de la Terre. Tu peux avoir des petites connexions, mais ça arrive à un niveau où le champ magnétique du Soleil est finalement assez faible. Donc, les connexions ne sont pas extrêmement fortes. C'est pour ça qu'on ne les représente pas souvent. Parce que j'entends non pas extrêmement fortes. Par exemple, je vais prendre un exemple où là, c'est très très fort. Si tu prends, donc j'ai dit, la planète Jupiter, elle possède un champ magnétique qui est assez intense. Et les planètes qui sont très très proches, par exemple la planète Io, la lune Io, les lunes de Jupiter sont des lunes qui peuvent être très légèrement magnétisées. Et donc par exemple, tu as une interaction très très forte entre Io
et Jupiter, à tel point qu'en fait, tu vas avoir Io est une planète qui est très volcanique et à cause des effets de marée. Tu vas avoir du plasma qui va être éjecté par les volcans de Io, qui va être complètement coincé en fait dans les lignes de champ magnétique reliées entre Jupiter et Io. Tellement l'interaction magnétique est forte. Tu as vraiment du plasma qui est bloqué entre les deux et tu as des arches de plasma qui relient les deux et tu as du plasma qui va flotter littéralement. Donc là, tu as une liaison magnétique entre le champ magnétique de Jupiter et la planète Io qui est vraiment très 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 forte, à tel point que ça peut piéger du plasma. La Terre et le Soleil, on n'est pas sur quelque chose d'aussi semblable. Il y a une déconnexion, c'est pour ça qu'il y a des chemins privilégiés, qu'il y a des événements qui arrivent jusqu'à la Terre, mais c'est pas suffisamment fort. Et du coup, le champ magnétique de la Terre, c'est pour ça qu'on le représente souvent de manière assez isolée, parce que finalement, sa structure, mais encore, je suis pas complètement spécialiste de la magnétosphère terrestre, donc je vais pas trop m'avancer, mais il me semble que la structure de la magnétosphère terrestre reste relativement constante et assez peu influencée par le champ magnétique. En fait, elle est beaucoup plus influencée par le vent solaire, c'est ce qu'on voit ici. La magnétosphère, elle est asymétrique parce qu'en fait, il y a une onde de choc à cause du vent solaire qui va comprimer complètement le poloïde de gauche, alors qu'au contraire, le poloïde de droite, lui, il est très très développé. Donc c'est plus l'onde de choc qui est provoquée par l'interaction entre le vent solaire et le champ magnétique terrestre qui va le moduler. Donc voilà, une longue réponse, mais j'espère que ça répond à peu près à ta question. Ok, merci. Alors, est-ce qu'il y a encore des dernières questions? Vous avez quelques secondes pour vous manifester. Bon, et ben, alors on va peut-être s'arrêter ici. Merci beaucoup, Barbara, d'avoir bien voulu donner une conférence à Alcor. Enfin, c'était très intéressant, donc merci mille fois d'avoir accepté. Merci à vous de m'avoir accueilli. Voilà. Ben, merci aussi à tous les participants. On vous rappelle, pour ceux qui auraient oublié, qu'il y a des pulls encore à payer. Et comme a spécifié Audrey aussi dans la conversation, cette conférence sera disponible en ligne. On vous tiendra au courant sur quel réseau. Et pour la prochaine conférence, on vous tiendra au courant, on vous enverra des mails, on communiquera sur les réseaux sociaux. Donc voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à venir nous poser des questions sur l'association, sur ce qu'on fait. Et puis, bonne continuation à tous et bonne soirée. Merci à tous et je vais y aller. Bonne soirée à tous.